Salut Mario. Bonjour. Alors, la vaccination, ça avance. Plus de 2 millions de personnes, un Québécois sur 4 ou presque. Oui, il y a beaucoup de positifs. Là. Oui, sauf que je regardais ça, j'écoutais ça à la radio hier. On disait qu'à beaucoup d'endroits, il y avait des plages de libre. C'était instantané pour la vaccination. On dirait que... Y a-t-il une ville en particulier là, où il y a beaucoup de plages de libre? La Rive-Sud. La Rive-Sud, hier, Brossard, Boucherville. Oui, à Brossard, il y avait un site hier complètement vide. On a vu les photos circuler. Mais moi, ma crainte, sincèrement, c'est beaucoup pour Montréal. Parce que là, hier, on disait à Montréal, on va passer à la prochaine étape. Là, on va passer probablement sous peu à la population en général. Ce qui peut apparaître comme une excellente nouvelle. Mais à Montréal, à mon avis, ça fait quelques fois on arrive un petit peu plus vite au groupe suivant. Et si on arrive un peu plus vite au groupe suivant, c'est peut-être parce que dans chacun des groupes, on n'a pas le nombre d'inscrits, on n'a pas le nombre de vaccinés qu'on espérait. Il faut se rendre à 70 dans chaque groupe. 70-75. Idéalement 75, mais ça, 75, c'est la vraie affaire qu'il faut viser, c'est 85 à mon avis. Là. Je veux dire, on veut pas de cinquième vague puis de sixième vague. Puis je dis 85, mais dans un monde idéal, la rougeole puis tout ça, là, c'est pour protéger, c'est des 96, 97, 98 qu'on atteint. Là, on ne semble pas, on se dit, voilà, c'est un vaccin, ça a été développé vite, mais quand même. Mais enfin, mettons 75-80, c'est au moins ce qu'il faut viser. Ma crainte, c'est que la région qu'on voudrait... Depuis le début, la région qu'on dit la plus à risque, parce qu'il y a promiscuité, les gens vivent dans des blocs appartements, des condos dans le transport en commun. Les gens sont beaucoup plus ensemble. S'il faut que le reste du Québec soit vacciné à 75 il faudrait que ce soit 80 à Montréal. Il faudrait que ce soit plus. Et ma crainte, c'est qu'on va arriver exactement au contraire. On va arriver à la fin de la campagne de vaccination et tu pourrais avoir à Montréal un taux de vaccination inférieur au reste du Québec. Et là, ce serait un sérieux problème. Mais moi, il semble qu'on voit cette crainte-là apparaître à l'horizon. Donc, là, on a, semble-t-il, entrepris certaines démarches. On dit qu'il faut faire des campagnes spéciales qui sont en cours. Peut-être vu ça dans l'actualité, des 24 dernières heures, par exemple, auprès des communautés culturelles. Est-ce qu'il faut le faire d'un point de vue linguistique dans plusieurs langues? En partie, ça se fait déjà. Est-ce qu'il faut se rapprocher des quartiers? Je sais qu'à Montréal, on a misé sur ces gros centres de vaccination parce qu'on se dit, pour tous les gens de l'Est de Montréal, là, c'est rien de venir au stade. Mais c'est vrai puis c'est pas vrai, ça. C'est immense, c'est Montréal, là, en termes de population. Peut-être qu'on sous-estime la quantité de gens qui sortent pas vraiment de leur quartier, là, qui vivent dans leur quartier, soit des gens plus âgés, des gens moins mobiles, des gens plus insécures, pour 1001 raisons. Des gens là, qui n'iront pas dans une foule au stade. Là. Parce que, là, les pharmacies ont commencé, on a d'autres moyens maintenant, on a d'autres sites de vaccination davantage de proximité qui peuvent aider. Mais moi, il me paraît qu'il y a comme une nécessité d'avoir une stratégie de vaccination plus spécifique sur Montréal, d'avoir des efforts pour s'assurer qu'on ne se retrouvera pas au 24 juin, là, quand à la date où M. Legault a dit tous les Québécois qui le veulent seront vaccinés, qu'on ne se retrouve pas, gros gens comme devant, à dire « Oups, la région au Québec qui est le moins fortement vaccinée, c'est Montréal. » Parce que ailleurs, prends l'exemple en région, il peut dire qu'il ne s'en perd pas de vaccins. Là. Il arrive des AstraZeneca, il y a plus de preneurs qu'à chaque fois, il manque de vaccins. Donc, comme l'impression qu'il y a un écart là, dans la volonté de se faire vacciner. Oui. Faut profiter de toutes les périodes qui sont disponibles. Je le disais tout à l'heure à Pierre Nantel, et tu es dans la même catégorie que moi, Mario. On n'est pas encore vacciné. Moi, qui attends d'être vacciné, quand je vois des plages libres, on se dit j'irais, moi. c'est vide, la place est vide. Appelez-moi. Non, c'est ça. Oui, absolument. Il faut en profiter. Il faut que ça aille rondement. La situation épidémiologique, maintenant, on a vu les cas augmenter depuis à peu près 2 semaines. Ça a presque doublé là, au Québec. Et là, il y a toujours un petit délai avant que ça se transpose dans les hospitalisations. Ça commence à faire mal dans les hôpitaux, là. Oui, ça commence à être moins beau dans les hôpitaux. On le voit à Québec, Chaudière-Appalaches, mais même à Montréal, on commence à avoir des fans. Tu sais, on revoit ce qu'on a déjà vu, là, des avis de ne pas se présenter dans toutes les urgences. On commence à reparler comme à Québec, mais on commence pas. On parle de délestage, donc ce qui veut dire que les autres patients, les patients COVID, prennent beaucoup de lits. Dans un système de santé, moi-même, je dois avouer que le portrait que je me suis... Tu sais, j'ai posé des questions depuis une couple de semaines. Je pense pas qu'on avait pris la pleine mesure d'à quel point le système de santé était fragilisé. C'est-à-dire, le système de santé là, qu'on a aujourd'hui n'est plus du tout le même. Et remarque, c'est pareil en Ontario. Hier matin, à l'émission, j'ai reçu un médecin ontarien qui me disait la même chose. Là. Même chose en Ontario. Le système de santé, là, aujourd'hui,
n'a plus les mêmes capacités qu'il avait le 1er mars 2020, donc il y a 13 mois, quand la pandémie apparaissait. Il y a beaucoup de gens qui ont été épuisés, qui ont pris leur retraite de façon prématurée, qui ont carrément quitté le système de santé. Plus ceux qui sont toujours absents parce qu'ils ont la COVID ou ils sont en attente de résultats de tests. Mais le nombre, par exemple, juste en termes de lits de soins intensifs, là, on a un nombre de lits de soins intensifs rétréci. Donc, c'est un peu... le nombre de décès, lui, est à la baisse. Donc, ça, c'est le côté rassurant du vaccin. Mais pour l'instant, là, c'est pas l'entrée. Comme le variant est plus contagieux, va chercher plus de gens. Donc, c'est la loi des grands nombres. Là. Sur le nombre, on se retrouve avec plein de gens plus jeunes qui se retrouvent dans les soins intensifs, qui, là, pour l'instant, dans les hospitalisations, depuis le 1er avril, dans les hospitalisations, on n'est plus en dents de scie. Ça fait juste une chose, ça monte à tous les jours, ça fait juste monter. Donc, disons qu'on commence, au-delà du nombre de cas, on commence à avoir un signal dans les hospitalisations qui est inquiétant. Et je mets ça en parallèle. On a des chiffres encore ce matin là-dessus. C'est sûr que le respect des consignes sanitaires devient de plus en plus difficile, que le nombre de personnes... Je dirais que tu as deux catégories. Tu as les gens qui respectent rien, qui s'en foutent des mesures sanitaires, soit parce qu'ils sont trop tannés, soit parce qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre la mécanique. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore c'est quoi un mal contagieux. J'ai encore quelqu'un qui m'écrivait la semaine passée et qui comparait la COVID avec le cancer. Là. Mais qui n'a pas fait la différence entre une maladie contagieuse et une maladie grave, là, très, très grave, le cancer. Probablement la plus grave de notre époque, mais pas contagieuse. Ça change tout. C'est pas pareil pantoute. Mais... Les gens qui veulent suivre les mesures, les gens qui, globalement... Mais là, c'est là que je pense qu'on en échappe. Tu as aussi ces gens qui, globalement, veulent suivre les mesures, mais font la petite exception, la petite exception, la petite exception. Puis dans bien des cas, on prend un risque puis il arrive à rien. Là, mais, tu sais, c'est... Parfois, tu prends le risque, puis ben là, tu te brûles les doigts. Et... Moi, hier, par exemple, là, la mesure... Déjà que la mesure du masque à l'extérieur, ça passait moyen, là. Ouais. Ça avait surtout jamais été expliqué. Ça l'a tout... Mais là, hier, moi, je pensais qu'à la conférence de presse de 13 h, on allait l'expliquer. Je me disais, le masque à l'extérieur, là, on va... Quand je dis l'expliquer scientifiquement, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y en est de la diffusion des gouttelettes? Mais là, il ne semble pas y avoir de base scientifique claire. Il y a une base scientifique claire. La base étant que la maladie est contagieuse, il faut éviter les contacts et tout ça. Mais à l'extérieur, on n'a pas présenté à la population la base scientifique, la distance, 1 mètre, 2 mètres, pourquoi le masque, qu'est-ce que le masque empêche, etc. Et là, non seulement on ne l'explique pas, mais on annonce hier qu'on le resserre pour 2 personnes. Mais là, 2 personnes seulement, c'est un couple, là. Et là, tu te retrouves dans l'absurdité. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a une contradiction, puis c'est pas la fin du monde qu'il y a une contradiction en soi. Ça arrive en réglementation que tu peux trouver une petite contradiction. Mais dans ce cas-ci, elle est grosse pas mal. Tu sais, un couple prend une marche, il faut qu'ils mettent leur masque, puis ils vont rentrer à l'intérieur de la maison, puis ils vont se frencher, là. Puis ça va être légal. C'est ça. Puis là, tu te dis, OK, est-ce que le gain de santé publique de le passer à 2 personnes est supérieur à l'écœurement que tu crées, puis peut-être que tu vas faire que plein de monde vont respecter moins les mesures parce que ça va les écœurer? Je suis loin d'être sûr que le gouvernement est sorti hier gagnant de ça, là, au change. De 2, si tu prends une mesure qui va être aussi désagréable, aussi difficile à accepter, et là, faut que tu l'expliques. Mais faut que tu l'expliques bien. Là. Devoir de pédagogie. Là. Oui, des graphiques, des tableaux, peut-être même une petite vidéo où tu vois là, une simulation des particules dehors, etc., des gouttelettes dehors, que t'aides les gens à comprendre. Parce que si tu as une mesure très difficile à accepter, très contraignante, contradictoire, en tout cas en apparence, intérieure, extérieure, puis que le directeur de la santé publique n'est même pas capable... Écoute, le docteur Arruda n'a pas pu donner le début du commencement d'une explication. Je veux dire, hier, je vais aller plus loin. Hier, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, l'insatisfaction que ça va créer, puis l'incapable d'expliquer, je me suis demandé si c'était pas la fin du docteur Arruda. Ah oui, tant que ça. Bien, il y a des gens au gouvernement là, qui pensent... Bon, mettons, si on voulait être positif, là, on pourrait dire qu'il a fait une année dans un des emplois les plus difficiles. S'il y avait un emploi que tu ne voulais pas avoir durant la dernière année, c'est de trouver le directeur de la santé publique pendant une pandémie. Fait qu'on pourrait dire qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Mais
Mais, c'est ça. Moi, en tout cas, si j'étais François Legault, il y a un point là où il faut. Il y a des gens qui contestent, comme le PQ conteste la présence du Dr Arruda à la table. Ça, pour moi, c'est secondaire. Parce que s'il est à la table avec François Legault, son rôle doit être la pédagogie, l'explication scientifique des choses. Aider les gens à comprendre. Et ça, on ne l'a pas eu récemment. Là. Mario, on te retrouve à 10 heures.